Du webinaire. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc, c'est ça, en cas de problème technique, n'hésitez pas à nous contacter dans le chat. On pourra vous aider. La présentation, elle durera aux alentours de 30 à 40 minutes. Si jamais vous avez des questions durant le webinaire, même chose, vous pouvez les poser dans le chat. On pourra y répondre durant le webinaire. Sinon, on a toujours une période de questions à la fin du webinaire. À la suite du webinaire, donc demain, en l'occurrence, vous recevrez un courriel déjà de remerciements et puis aussi avec la possibilité de pouvoir revoir la présentation sur notre chaîne YouTube qui est en simultané actuellement et puis de pouvoir découvrir aussi la formation que donne Rami chez Technologia. Alors, bonjour Rami. Merci Bonjour. beaucoup Avant d'avoir… tout, je vais dire Oui, bonjour à Amel. Je vois, elle a fait un commentaire de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Oui, on est en mode webinaire et on n'a pas les micros et vidéos. Bonjour Amel. Oui, désolé Pierre. pas de souci. Donc, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisserai te présenter, si Ben, tu je ne vais veux. pas prendre beaucoup de temps pour me présenter. C'est Rami Aoun, je suis le directeur d'apprentissage et de performance chez Technologia. Ça fait presque un an que je suis avec Technologia. Je suis dans le domaine de développement de compétences, ça fait 12 ans. Et avec toute mon expérience, je n'ai jamais été aussi nerveux avant une séance qu'aujourd'hui. Ça fait un an que je vais faire un webinaire avec Pierre et tu m'as accordé ce beau privilège, Pierre, et je te remercie pour ça. Mes 15 minutes de gloire. Écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, juste avant de commencer dans la période de questions-réponses avec toi, Rami, petite introduction rapide pour poser le sujet, la mobilisation d'équipe. Alors, c'est ça. Si on fait l'abstraction de l'incertitude de la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre actuellement au Québec, de nombreuses entreprises cherchent quand même à vouloir retenir leurs talents qualifiés et même à vouloir en faire venir d'autres. Alors, bien sûr, le salaire est un levier, puis on va en reparler un petit peu plus tard durant le webinaire, mais c'est évidemment pas le seul. Le projet de l'entreprise est-il motivant? Est-il connu? Est-il bien communiqué auprès des équipes? Les valeurs de l'entreprise sont-elles authentiques et puis en phase avec les réalités des collaborateurs? Les conditions de travail, elles sont également super importantes pour qu'un salarié puisse s'y retrouver. Alors, par exemple, on parle de la flexibilité des horaires, la mise à disposition de matériel ergonomique ou bien, par exemple, le remboursement de la carte de transport. Mais au-delà de tout ça, de tous ces éléments, l'entreprise se doit d'être en mesure d'offrir du respect, de l'écoute, de la reconnaissance et aussi de la considération auprès des salariés. Donc, tous ces éléments sont bien évidemment des facteurs qui favorisent et encouragent la mobilisation des équipes et donc leur performance. Donc, parfaite transition pour moi, Rami, pour te poser la première question. Quel est le lien justement entre mobilisation et performance? Bon, mais de un, la performance, c'est quoi? Il faut se poser cette question. La performance d'un employé, c'est sa capacité à remplir les responsabilités de son rôle, d'accomplir des tâches, d'atteindre des objectifs, et on le mesure en termes de qualité, quantité, efficacité au travail. Ça, c'est pour la performance. Et de nombreuses personnes pensent que la performance, c'est vraiment relié simplement à la compétence. Et il y a beaucoup de compétences, c'est vraiment beaucoup relié à la compétence, mais quand il s'agit d'accomplir des tâches, les employés se posent toujours deux questions. La première, c'est est-ce que je suis capable? Puis-je la faire? Et la réponse à cette question est reliée complètement à la compétence. Est-ce que je sais le faire? Est-ce que je peux le faire? Si la réponse est non, c'est simple. Une formation à l'interne ou à l'externe, un peu de coaching, on apprend à faire la tâche et on peut répondre avec un oui. Maintenant, quand on répond oui à puis-je le faire, il y a une deuxième question. Et elle est plus intéressante, c'est est-ce que je vais le faire? Est-ce que je veux le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et malheureusement, la réponse n'est pas toujours oui. Si c'est une tâche qu'on aime beaucoup, si c'est une tâche intéressante, stimulante, on va répondre oui. Si c'est une tâche où euh, on va directement voir si je l'ai faite ou pas, ben, j'ai une plus grosse tendance à dire oui. Mais pour beaucoup de tâches, la réponse à cette question est reliée directement à ma mobilisation, à ma motivation. Est-ce que je veux la faire? Et les compagnies qui favorisent un climat de travail qui est favorisant envers les employés,
Et les gestionnaires qui mettent des stratégies pour mieux mobiliser leurs employés, ben, les employés, quand ils vont avoir cette devant eux, ils vont avoir une plus grosse chance de répondre oui, je vais le faire. Effectivement. Et justement, qu'est-ce qui affecte cette mobilisation chez les employés, Rémi? Ben, il y a beaucoup de choses, Pierre. C'est une très bonne question et il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. On peut regarder la première, c'est assez nouveau comme élément. C'est une étude qui a été faite à Harvard Business Review. Et quand les employés ont un espace, ils appellent ça un espace pour jouer. Et quand on dit jouer, c'est pas aller jouer avec des jeux, mais c'est vraiment un espace où on peut discuter de nos problèmes dans un espace qui n'est pas très formel avec le reste des membres de mon équipe. Donc, cet espace me permet d'avoir un sentiment que mon problème, c'est ton problème. Et les compagnies, surtout maintenant pendant la pandémie où on n'est plus au bureau, avant, c'était simple, j'avais un problème, j'allais dans une salle de conférence, il y avait quelqu'un qui venait avec moi, Pierre venait, Cyril venait, et on discutait de ce problème ensemble, et c'était mobilisant, on avait un espace pour jouer. Aujourd'hui, avec le télétravail pour beaucoup d'entre nous, ben, je dois demander une rencontre, je dois lui parler sur Teams. Des fois, j'ai peut-être honte, peut-être il est occupé, peut-être elle est occupée, et j'ai plus vraiment cet espace pour jouer. Donc, les compagnies qui favorisent cet espace informel et où il y a un sentiment que votre problème, c'est le mien, ça, c'est un facteur. Un autre, c'est simplement la responsabilité et l'autonomie. Quand on me donne des missions à haute responsabilité, ben, c'est mobilisant. Quand je suis libre à gérer mon temps, gérer mon travail, prendre mes propres décisions, quand il s'agit de mon travail, je suis autonome, ben, ça, c'est mobilisant. Il y a aussi le bien-être et qui a beaucoup souffert, surtout quand on parle du télétravail, il y a moins de limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On est toujours au travail, on n'est jamais au travail. Euh, je me permets, et je sais, je me permets de poser des questions à notre directrice de vente à 8 heures du soir sur Teams. Et ben, je me dis, ça va, je pose la question. Et même si je n'attends pas une réponse directement, ben, l'autre personne peut se sentir obligée de répondre et elle se sent, ben, il a besoin de la réponse, je vais répondre. Et ça affecte vraiment le bien-être, ce stress qu'on ne peut pas se déconnecter du travail, même quand on est à la maison. Il y a Ouais, je pense aussi, que c'est très oui, important, excuse-moi, Rémi, là, non, non, vas-y, s'il te plaît. de Moi, je parle et j'arrête pas. de poser un cadre, justement, des limites claires et définies pour avoir cette césure entre les deux, parce que c'est sûr que sinon, on Oui. s'en sort pas, là. Mais en contrepartie, c'est aussi un avantage pour beaucoup de gens Mhm. qui peuvent mieux gérer leur temps avec ce télétravail. Moi, peut-être à 10 heures du matin, j'ai quelque chose à faire et je sais que j'ai aucun problème à 7 heures du soir de faire un peu de travail. Donc, il y a cet équilibre et c'est très important. Et ça me ramène à un autre des points qui est clarification des rôles et des attentes. Mais quelles sont les attentes envers moi quand je reçois un courriel à 8 heures du soir? Est-ce que je dois répondre ou c'est juste que la personne est en train de travailler, ils l'ont envoyé et c'est bon? Il y a aussi les conditions et l'espace de travail. Aujourd'hui, je travaille de la maison. J'ai un bureau ergonomique. Je suis confortable, un bel éclairage. Ça va affecter. Euh, Deux des grands facteurs sont aussi la relation avec mes collègues, l'esprit d'équipe, la relation avec mon gestionnaire. Est-ce qu'il me traite avec respect? Est-ce qu'il est juste quand il s'agit d'évaluer mon travail? Est-ce qu'il est soucieux de mon développement? Est-ce qu'il m'aime, mais pas d'un point de vue amour, mais est-ce qu'il m'aime comme personne? Il veut m'aider. Il est là pour moi ou elle est là pour moi. Il y a aussi l'impact et la nature de mon travail. Là, on parle beaucoup de ce que vous avez dit dans l'introduction. Donc, le travail que je fais, quel impact est-ce qu'il a envers la société? Quel impact est-ce qu'il a envers mes clients? Quel impact est-ce que mon travail a envers la vision de l'organisation, envers la mission? Est-ce que je suis capable de voir cet impact? Est-ce que quelqu'un l'a clarifié? Il y a aussi l'avancement. Le travail que je fais, est-ce que je vais être là toute ma vie ou est-ce que j'ai de l'avancement dans l'organisation ou même est-ce que la compagnie m'aide à trouver des opportunités plus grandes dans le futur quelque part d'autre? Et ça va être mobilisant. Un de mes préférés, c'est la reconnaissance. Et simplement que ça soit en public ou en privé, mais montrer aux gens autour de moi, que ce soit dans mon équipe ou dans une autre équipe, que je vois ce que vous faites et j'apprécie. Et ça, c'est très mobilisateur. Il y a aussi des choses qu'on ne peut pas beaucoup contrôler, comme les politiques de l'entreprise. Si les politiques sont très strictes envers les employés, ça va être un facteur qui est démobilisant. Euh, il y a la vision, la culture, les valeurs, ma voix. Est-ce que je me sens confortable de dire mes idées?
Si quelque chose me dérange, est-ce que j'ai peur de le dire? Est-ce que ma voix, est-ce que je suis entendu? Il y a mon développement personnel, professionnel. Et il y a beaucoup de facteurs pour répondre à ta question, Pierre, qui vont Ah bah, affecter la effectivement. motivation. Puis, si tu me Attends, il y a une permets petite aussi, question pour jouer des ateliers inspirés du co-développement sont un excellent outil. Oui, Fred, je suis d'accord. Donc, tous les ateliers de co-développement, c'est un espace pour jouer. Et à l'interne, quand on fait ça, c'est mobilisateur pour tout le monde. merci beaucoup pour la question. Je me permettrais, Rami, de rajouter aussi la confiance du gestionnaire envers son équipe, parce qu'on l'a vu aussi avec le télétravail. Je pense que c'est beaucoup de gestionnaires qui sont réticents au télétravail a un lien aussi avec la confiance qu'ils accordent envers leurs employés et de ne pas pouvoir, entre guillemets, les surveiller. Alors, Euh, c'est très intéressant que tu rapportes ça, Pierre, parce que la confiance vient dans l'autonomie. Combien d'autonomie est-ce qu'on me donne? Et ce que tu as dit à la fin de me surveiller, c'est vraiment, d'après une des théories, peut-être qu'on en parle après, euh, mhm, la supervision peut mener à l'insatisfaction. mhm. Si je me sens trop surveillé et aussi si je me sens pas assez surveillé, si je sens qu'on ne regarde pas vraiment ce que je fais et on me donne pas seulement trop d'autonomie, mais on me laisse aller, mais ça aussi, ça peut mener à l'insatisfaction au travail et à la démobilisation. Effectivement. Euh, pour un gestionnaire, qu'est-ce qu'un gestionnaire peut faire justement pour mobiliser au maximum son équipe concrètement? Pour mobiliser au maximum son équipe concrètement. OK, ben, il y a plein de choses qu'on peut faire. La première chose, on doit être honnête envers nous-mêmes. On doit pouvoir poser un diagnostic et vraiment être honnête pour voir tous les facteurs qui affectent la mobilisation, lesquels est-ce qu'ils affectent positivement les membres de mon équipe et lesquels affectent moins positivement. Et quand je dis être honnête, il y a deux choses. Il y a mes intentions et il y a la perception. Il y a ma réalité et il y a leur réalité. Je vais expliquer. Je peux avoir les meilleures intentions au monde. Mes intentions sont d'aider Pierre à se développer. Mes intentions, c'est je veux qu'il grandisse dans l'organisation. Mes intentions, c'est de lui donner beaucoup d'autonomie et beaucoup de responsabilité. Mais si Pierre perçoit mes actions comme quelqu'un qui, oui, je donne des responsabilités, mais je fais beaucoup de micromanagement, désolé pour l'anglicisme, ben, sa perception, c'est sa réalité. Donc, quand je vais poser ce diagnostic, je ne vais pas seulement voir quelles sont mes intentions, je veux vraiment comprendre comment est-ce que eux ils perçoivent chacun de ces facteurs, lesquels les affectent positivement et lesquels les affectent moins positivement. Et si je vais donner quelques petits trucs à faire, bonjour, ce n'est pas prévu, mais je vais essayer d'arrêter de lire les commentaires, je vais continuer. OK. Alors, des petits trucs et astuces. La première chose que je peux faire, c'est je peux impliquer mon équipe dans mon processus décisionnel de résolution de problèmes. Oui, c'est moi qui va peut-être prendre la décision finale, mais simplement les impliquer dans ce processus, ça va augmenter la mobilisation. Je dois aussi assurer une communication claire et respectueuse, discuter de mes attentes envers chaque membre de l'équipe et encore mieux, leur demander leurs attentes envers moi. Quelles sont tes attentes envers moi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à atteindre vos objectifs? En parlant d'objectifs, je peux aussi les aider à fixer des objectifs qui sont réalisables, en lien avec la vision non seulement du département, mais en lien avec la vision de l'entreprise. Clarifier cette vision et montrer comment le travail de chaque personne a un impact sur la vision globale. Je dois aussi comprendre ce qu'ils font. Beaucoup de gestionnaires ne sont pas à 100% compétents ou ils ne comprennent pas vraiment ce que font les membres de l'équipe. Et si je ne comprends pas ce qu'ils font, comment est-ce que je peux avoir des discussions intelligentes avec eux et comment est-ce que je peux fournir une rétroaction positive, crédible? Et un des pièges, Pierre, les gestionnaires utilisent beaucoup de rétroaction positive, mais ils l'utilisent pour ensuite faire passer le message négatif. Et, et c'est plus une rétroaction. Là. Ils utilisent ce qu'on appelle la méthode sandwich. On dit un petit truc positif, on fait passer notre message et ensuite on finit avec une note positive. C'est une bonne technique pour le service à la clientèle, pour les ventes. On utilise ça pour qu'on oublie un peu le message négatif et qu'on concentre sur le positif. Quand il s'agit de rétroaction, on veut donner une rétroaction continue. La plupart des employés font beaucoup de belles choses et personne ne leur donne une rétroaction, personne ne donne une reconnaissance. Donc, ça doit être continu, ça doit être au bon moment.
et ça ne doit pas être juste une excuse pour aller donner un petit mot négatif. Je dois aussi leur faire sentir un sentiment d'autonomie et laisser de la place pour prendre leurs propres décisions. Surtout en ce qui concerne leur travail. En tant que gestionnaire, j'aime le contrôle personnellement. J'aime être en contrôle de tout. Et quand ça arrive, ben, il y a des décisions que quelqu'un de mon équipe va prendre qui n'est pas la même que la mienne. Mais je dois lâcher ce contrôle. C'est leur travail, même si ce n'est pas ma façon de faire. Tant que c'est une bonne façon, leur donner cet espace pour prendre leurs propres décisions. Et finalement, je l'ai dit avant, je dois me soucier d'eux et particulièrement de leur développement. S'ils sont capables de sentir que je fais tout ce que je peux pour les aider à grandir non seulement personnellement, mais professionnellement aussi, ben ça, c'est mobilisant. Effectivement, merci. Une question d'une participante, là, pour revenir sur les perceptions des employés dont tu parlais un petit peu plus tôt. Comment on Comment on les brise? brise, ces Ouais. perceptions? Prine, c'est une très bonne question. Ben, il y a plusieurs façons de briser ces perceptions. Si je regarde une technique qui est assez ancienne, quand on parle de perception, c'est avant de convaincre quelqu'un de la mienne, je dois comprendre et accepter la leur. En d'autres mots, si quelqu'un dans mon équipe me dit Hey Rami, tu me mets jamais dans ton processus décisionnel, tu fais tout seul, tu m'impliques pas. Si je dis non, non, c'est pas vrai, la dernière fois je l'ai fait, je vais pas briser cette perception. La première chose que je dois faire, c'est accepter que cette perception est la réalité. Je dois la comprendre et ensuite donner la mienne. Mais pour pouvoir faire ça, Catherine, il faut connaître leur perception. Beaucoup de fois, si la communication n'est pas continue, si on n'a pas une bonne relation avec les membres de notre équipe, ils ne vont pas partager cette perception. Donc, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser, Catherine. Vous pouvez faire des sondages informels, vous pouvez avoir des discussions ou vous pouvez faire un travail de diagnostic en accompagnement. Mais il faut vraiment les connaître en premier, les accepter, communiquer le fait qu'on accepte que c'est votre réalité avant d'essayer de changer cette réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Catherine. Je pense que c'était plutôt clair. De rien. Donc, pour revenir justement sur le développement là, dont tu parlais, le développement personnel et professionnel, comment les aider à se développer au mieux, au-delà de la mobilisation? Comment les aider à se développer? Ben, il y a plein de stratégies, Pierre. La première chose, c'est je dois les connaître. Je dois connaître leurs forces, je dois connaître leurs faiblesses, je dois être disponible. Déjà, il n'y a plus de open door policy, désolé pour l'anglicisme. On n'est plus au bureau et beaucoup de personnes, leur calendrier est complètement bloqué. Ils ont beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions. Je dois être disponible pour eux, même si je suis dans le jus. S'ils ont une difficulté, ils doivent se sentir à l'aise de venir et me parler des difficultés. Je dois aussi leur fournir des sessions de coaching individuel et non seulement du coaching, mais je dois pouvoir faire le switch entre gestionnaire, coach et mentor ou prof ou enseignant. Les trois rôles sont très importants dépendamment de la situation. Des fois, je dois coacher, des fois, je dois former, des fois, je dois simplement gérer. C'est ça, justement, ces rôles-là sont très importants et bien distincts. Donc, c'est ça, quelle est la différence justement entre coacher et former, par exemple? OK. Il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de pensées différentes sur le sujet. Ma pensée, c'est la formation ou l'enseignement consiste à montrer à quelqu'un quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, j'excelle. Donc, par exemple, je peux vous former à une procédure, à un logiciel ou même à une nouvelle tâche. C'est quelque chose que je fais très, très bien. Vous ne savez pas le faire, vous n'êtes pas compétent, mais je vais vous former, je vais vous apprendre. Le coaching est un peu différent. Le coaching, c'est je vais aider la personne à utiliser les capacités qu'ils ont déjà à l'intérieur, mais à les faire sortir. Ça ne consiste pas à enseigner, ça ne consiste pas à donner les bonnes réponses, mais plutôt à poser les bonnes questions pour aider la personne à trouver les réponses eux-mêmes. Et à la fin, tu peux même les regarder, tu n'as pas besoin de moi. Et le coaching est responsabilisant parce qu'il permet aux employés de réaliser qu'ils avaient les réponses dès le début. Et ça, c'est mobilisateur. Est-ce que tu aurais d'autres exemples à part le coaching, justement, pour aider au développement des employés? Ben oui. À part le coaching, on a la rétroaction positive, constructive, la rétroaction
négative, constructive. Et il y a une grosse différence entre une rétroaction positive et les éloges. Les éloges, ça me rend heureux, mais ça ne m'aide pas à me développer. Une rétroaction constructive positive est basée sur des faits. Et toute rétroaction va aussi ouvrir des portes à des séances de coaching informelles. Donc, si je te donne une rétroaction négative sur un travail, ce n'est pas qu'il est mauvais, mais il y a une façon de l'améliorer. Et une bonne rétroaction, c'est pas de beaucoup parler, c'est de poser des questions pour trouver des solutions aussi avec l'employé. Donc, ça, c'est un très bon moyen. Le meilleur moyen pour les aider à développer, c'est la délégation. Une délégation, ça casse les routines, ça contribue au développement professionnel, ça les aide à avancer dans leur carrière et ça les rend plus responsables. Et en même temps, ça les aide à se développer. Effectivement, puis je pense que la rétroaction, ça aussi permet de connaître mieux ton employé, savoir ses forces, savoir ses faiblesses. Ce qui m'emmène justement à la prochaine question. Tu parlais donc de rétroaction et de délégation. Quel genre de tâches il est préférable de déléguer ou quel genre de tâches je peux déléguer en fait? Oui, OK. Les plus importantes à les déléguer pour moi, on va mettre un peu le côté de Mhm. mobilisation de côté, mais pour moi, je vais déléguer les tâches routines que j'ai en tant que gestionnaire, en tant que directeur. Mes tâches routines ne donnent pas beaucoup de valeur. C'est quelque chose que je fais souvent et souvent et souvent et encore et encore. Et ces tâches peuvent être un outil pour aider quelqu'un d'autre à se développer. Donc ça, c'est un exemple. Un autre, c'est une tâche euh, qui a besoin d'une compétence où moi, je ne suis pas très compétent et quelqu'un de mon équipe est beaucoup plus compétente. Je donne un petit exemple. À l'époque, quand je créais du contenu, et je faisais beaucoup de PowerPoint à l'époque, et il y avait un membre de mon équipe qui était très junior, qui était beaucoup meilleur que moi en PowerPoint. Même si ça m'amusait de le faire, et c'est quelque chose que j'aimais, mais je laissais à cette personne d'utiliser cette compétence et de briller devant le reste de l'équipe. Toute tâche qui n'a pas d'échéancier immédiat, on n'a pas un échéance immédiat, donc on a le temps. Je peux l'utiliser comme un outil de développement. Euh, je me rappelle, depuis quelques années, il y avait quelqu'un dans mon équipe, il parlait toujours comme ça. Et sa voix, elle ne montait pas. Et il n'y avait pas beaucoup de confiance et il était très gêné. Et alors, j'ai délégué une tâche qui va l'aider à développer cette compétence de prendre la parole en public. Et chaque lundi, le pauvre, il devait faire mener la rencontre du lundi. Et au début, je lui ai dit ça, mais non, je ne veux pas, c'est bon, je ne veux pas le faire. Ben, 3 mois plus tard, sa voix est plus haute que la mienne. Il est confiant, il est compétent. Et c'était en déléguant, en donnant des rétroactions, en fournissant un petit coaching, ben, ça lui a permis de développer cette compétence. On peut aussi développer des tâches si quelqu'un montre un intérêt. Donc, si Pierre vient et me dit, hey Rami, la dernière fois, je t'ai vu travailler sur ça. C'est quoi que tu fais exactement? Ben, ça t'intéresse? Ben, viens qu'on le fasse ensemble. Donc, et toute tâche qui vont le préparer ou la préparer à un poste qui doit être rempli par l'organisation. Donc, pour remplir un futur poste ou bien pour prendre la relève, ben, ça, c'est mobilisant et en même temps, ça permet d'avancer dans notre carrière. Au-delà de la mobilisation, on parle beaucoup de motivation aussi. Oui, Est-ce que tu peux nous partager quelques théories sur la motivation? oui. Il y a plusieurs théories qui ont été écrites. Ils ont toutes leurs forces, toutes leurs faiblesses. Je trouve qu'en tant que gestionnaire, il ne faut pas prendre une théorie et aller à l'aveuglette, mais de comprendre ces théories, quand elles ont été écrites, pourquoi elles ont été écrites, et ça peut nous donner un peu d'informations. Et ben oui, je peux en partager, bien sûr. Je vais commencer avec celle qui est la plus populaire, qui est la théorie de Maslow, c'est l'hiérarchie des besoins. Est-ce que tu me permets de partager mon écran? Oui, oui, bien sûr, je t'en prie. Ok. Et pour tous les participants, je m'excuse à l'avance pour mon écriture, elle est horrible. Donc, on va partager. Screenshot. Alors, avec Maslow, c'est simple. Pour, pour Maslow, il y a une pyramide et cette pyramide représente les besoins des personnes. Donc, on commence au premier niveau. Ça, c'est les besoins
physiologiques. Donc, je dois manger, je dois dormir, je dois respirer, je dois boire. Ça, c'est le plus bas niveau. Ensuite, on a la sécurité. La sécurité, c'est vivre dans un espace qui est sécure, pas de pollution, pas de guerre. Est-ce qu'on aura accès à un lien avec l'enregistrement? Est-ce qu'on aura accès avec un lien, Pierre? Oui, effectivement, le webinaire est en simultané sur YouTube, alors vous allez recevoir demain un lien YouTube avec la vidéo. Donc, on a physiologique, sécurité, appartenance. Ensuite, on a mon estime et ce qu'il appelle le super-ego. Donc, je vais raconter l'histoire comme Maslow aimait la raconter. Imaginez à l'époque des hommes de cave. Donc, il y a ce caveman. Son besoin était simple. Le besoin était, je dois trouver quelque part pour dormir, je dois manger et je dois respirer. Alors, chaque matin, il se levait, il essayait de trouver un petit lapin ou un petit truc à manger. Il mangeait, il trouvait un coin et il dormait. Dès que ce besoin était rempli, il est allé un peu plus haut. Il veut maintenant de la sécurité. Donc, il va et il trouve une cave, une grosse pierre et assez à manger pour quelques jours. Au cas où je ne trouve pas un lapin, j'ai toujours quelque chose pour manger, je suis en sécurité. Après un petit bout de temps, il a dit, il y a quelque chose qui manque, je me sens tout seul, je veux plus. Donc, il sort de sa cave et il commence à trouver du monde. Il dit, hey, j'ai une cave là-bas, venez vivre avec moi et on va vivre tous ensemble, on va faire une communauté. Donc, ça, c'est l'appartenance et l'amour. Dès que la communauté a été créée, il s'est dit, mais il manque quelque chose, c'est l'estime. Donc, il a commencé à se donner un rôle. Je vais être chef, vous allez être en charge de la sécurité, vous allez être en charge les loisirs. Et il a donné des rôles à tout le monde. Et ensuite, quand l'estime est arrivée, c'est là où ils ont réfléchi au super ego, donc l'actualisation. C'est là où ils ont commencé à créer, utiliser la créativité. Ils ont créé le feu, ils ont fait des dessins sur les caves. Donc ça, c'est Maslow. Au travail, c'est représenté par la sécurité. Est-ce que mon salaire est assez pour vivre? Est-ce que je travaille dans un espace qui est sécuritaire? Est-ce que ma chaise est confortable? Donc ça, c'est le plus bas niveau. Si les employés sont satisfaits d'un point de vue sécurité, ils vont aller un peu plus haut et ils vont se demander, les collègues avec qui je travaille sont sympas, je les aime bien. Mon gestionnaire, est-ce que j'ai une bonne relation avec lui ou elle? Et les clients pour lesquels je travaille, est-ce qu'ils me respectent? Si l'appartenance est atteinte, c'est là ils vont réfléchir à l'estime. L'estime, c'est la confiance en moi, la responsabilité. Je veux créer, je veux me former, je veux être compétent. Et quand je suis compétent dans mon poste, c'est là où je pense un niveau plus haut, qui est la résolution de problèmes, la créativité. Et je trouve l'innovation, des façons meilleures de faire ce que je fais. Donc ça, c'est Maslow. Il y a beaucoup de points forts dans cette théorie. Il y en a qui sont un peu moins sympathiques parce que l'hiérarchie, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on arrête de vouloir une chose si on s'arrête à un niveau. Une des théories que j'aime beaucoup, c'est Herzberg. Herzberg, c'est la théorie d'hygiène. Et ce qui est différent avec Herzberg, c'est qu'il voit la motivation et la mobilisation comme deux choses différentes. Pour Herzberg, il y a les facteurs qui mènent à l'insatisfaction et il y a les facteurs qui mènent à la satisfaction. En d'autres mots, il y a des facteurs qui vont me démobiliser ou me démotiver et il y a des facteurs qui vont me motiver. Je vais juste donner mon interprétation. Donc, pour chaque personne, ici, on a le temps et ici, on a le niveau de mobilisation. Chaque jour, je ne suis pas autant mobilisé qu'un autre jour. Ça monte, ça descend, ça change avec le temps. Donc, ça monte, ça descend. Mais je suis confronté avec des facteurs qui vont toujours me pousser vers le bas. Et ça, c'est les facteurs d'insatisfaction. Par exemple, la supervision, la relation avec mes collègues, mon salaire, les politiques de l'entreprise, le code d'emploi, la sécurité. Tout ça sont des facteurs qui sont en train de me pousser vers le bas. S'ils ne sont pas présents, s'ils ne sont pas acceptables dans la compagnie, ben, Herzberg appelle ça un hygiene factor, un facteur d'hygiène.
fait que la compagnie sent mauvais et on est moins mobilisé. En contrepartie, il y a des facteurs qui vont mobiliser et me pousser vers le haut. Et les facteurs là sont l'avancement, la réussite, la responsabilité, la croissance, l'impact de mon travail, la nature de mon travail. Tous ces facteurs vont vraiment me pousser vers le haut et me mobiliser. La troisième théorie, c'est la théorie de le Hawthorne Effect. Donc, je vais arrêter mon partage. Cette théorie est un peu triste, mais je l'aime bien. Donc, le Hawthorne Effect dit, en fait, c'était une série d'expériences sociales qui a été faite depuis très longtemps. Et c'est des travailleurs où on a changé beaucoup de conditions. Et la condition qui a affecté le plus la productivité, c'était à quel point les chercheurs étaient en train de les observer. Donc, Hawthorne Effect dit que si mon travail est plus visible, je vais mieux performer. Donc, pour toutes les fonctions où notre travail est directement visible en termes de résultats, ben, on n'a pas un grand problème. Mais dans presque toutes les fonctions, tous les employés font beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Ou même si on les voit, ils ne savent pas qu'on les voit. Et d'après Hawthorne, en donnant beaucoup de rétroaction, beaucoup de reconnaissance, en montrant à l'employé que je vois ce que tu fais et j'apprécie, ben ça va permettre de travailler un peu plus fort. Et l'exemple auquel j'ai toujours réfléchi, c'est quand on fait un déménagement, disons qu'on est 5 personnes à pousser une table, ben, les 5 personnes vont donner un peu moins parce qu'on ne sait pas qui est en train de donner plus. Mais quand on est vraiment que 2, et même si la table est beaucoup plus légère, et on est 2, un de chaque côté, ben les 2, ils vont pousser aussi fort qu'ils peuvent parce que si je ne pousse pas fort, ça va être vers le bas, et il va savoir que je ne fais pas assez d'efforts. Donc ça, c'est un peu le Hawthorne Effect. Ok. Bon, maintenant, on a beaucoup parlé de mobilisation, de motivation, etc. La démobilisation, est-ce que tu peux éventuellement nous donner un facteur de démobilisation? Tu veux vraiment qu'on aille là, Pierre? Ben ouais, c'est important aussi, l'un ne va pas sans l'autre, j'imagine. Je vais donner un facteur que je croyais que c'était un facteur mobilisant. Depuis très, très longtemps, je croyais que si je gagnais plus d'argent, j'allais être beaucoup plus motivé, beaucoup plus mobilisé. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai même fait un petit sondage à l'époque. J'ai demandé à une dizaine de CEO, de PDG. La première question, c'était quel est votre salaire? Pour ceux qui ont répondu, le salaire m'a bouleversé. C'est des gros chiffres. Et ensuite, j'ai posé une question, est-ce que vous êtes satisfait de votre salaire? Combien de personnes est-ce que vous croyez a dit oui, je suis satisfait de mon salaire? Très peu. Donc, très peu m'ont dit oui, je suis satisfait. Zéro, Marie-Ève. Marie-Ève, vous avez raison. Merci d'avoir répondu. Donc, le salaire, personne ne croit qu'il reçoit ce qu'il vaut. Et quand on a une augmentation de salaire, on est très, très content. Super content et ça va nous pousser, peut-être nous motiver pour un tout petit peu, mais 2, 3 semaines, 3 payes, 1 mois et demi plus tard, ça devient la normale. Et le salaire est un facteur de démobilisation et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si je prends moi et Pierre, disons que moi et Pierre, on a le même poste dans la même compagnie avec la même expérience. Si je suis mieux payé que Pierre, parce que j'ai mieux négocié, ben Pierre est démobilisé quand il va savoir. Il va se dire, mais c'est pas juste, je fais le même travail que Rami, on a la même expérience. Son salaire va le démobiliser. Moi qui gagne plus, je ne vais pas être plus motivé. Je vais être, ben ouais, je le mérite, j'ai négocié, c'est mon droit. Donc, le salaire, même quand il est augmenté, oui, ça nous rend heureux, mais le salaire va toujours être une source de démobilisation. Par contre, il faut vraiment réfléchir parce que le salaire est un outil d'attraction. C'est aussi un outil de rétention. Pourquoi un outil de rétention? Parce que si je sens que le travail que je fais mérite beaucoup plus et je peux avoir beaucoup plus autre part, ça va toujours être quelque chose auquel je réfléchis et je vais être démobilisé à cause de mon salaire. Effectivement, il y a Marjorie qui dit ça dure 24 heures ce feeling, je confirme. Et Merci, Marjorie. on n'est pas loin de la réalité, effectivement.
Ok, bah, merci beaucoup, Rami. Je te laisserai conclure peut-être en quelques mots sur ce webinaire. Ben, tous les gestionnaires, essayez de mettre en place des stratégies pour mobiliser vos équipes. Pour tous les non-gestionnaires, essayez de faire passer le message d'une façon indirecte pour que les gens comprennent. Parce que des fois, notre perception, les autres ne la connaissent pas. Et j'entends souvent dire que, ouais, mais mon gestionnaire ne fait pas ça, mon gestionnaire ne fait pas ça. Il faut aussi nous-mêmes se mettre à la place de notre gestionnaire. Tout le monde a beaucoup de pression, tout le monde a beaucoup de stress. Et au lieu de me plaindre qu'il n'est pas en train de faire ça, il n'est pas en train de faire ça, je peux faire des demandes raisonnables. Si je ne suis pas en train de recevoir assez de coaching, je peux aller chez mon gestionnaire Pierre et dire, Pierre, j'ai vraiment de la difficulté ici. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin d'aide. Au lieu de dire, ouais, mais je n'ai pas pu le faire parce que personne ne m'a aidé, personne ne m'a montré. Donc, c'est vraiment d'encourager la communication bilatérale entre les gestionnaires et les membres des équipes, entre les membres des équipes et les gestionnaires, qui est plus de communication et plus de discussion honnête autour de la mobilisation. Parfait. Bah, merci beaucoup, Rami. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, c'est le moment. Effectivement, je vois qu'il y en a une. Comment impliquer un gestionnaire qui vient d'arriver dans une nouvelle équipe? Ouais. Méchant challenge. Est-ce que tu peux préciser ce que vous voulez dire, Lee? Je vais retourner juste pour avoir plus de précision. Je n'ai pas très bien compris la question. Je veux m'assurer de bien la comprendre. Quand on est passionné par notre travail, ça nous permet d'oublier un peu la... Oui, non, je suis d'accord. Disponible. Comment impliquer un gestionnaire qui vient d'arriver dans une nouvelle équipe? Ben, je vais répondre ma compréhension de cette question. Oui. Comment impliquer un gestionnaire qui vient d'arriver dans une nouvelle équipe? Ben, la première chose, il faut être patient avec un nouveau gestionnaire. Des fois, on arrive dans une nouvelle équipe et on a nos propres peurs, nos propres insécurités. On veut s'assurer qu'on fait notre travail aussi et on n'est pas toujours compétent pour la première question de la performance. Est-ce que je sais le faire? La réponse n'est pas toujours oui. Il est nouveau d'un mois, donc pas impliqué, surtout qu'on est toujours au télétravail. Ah, il ne connaît pas personnellement. Ben, une chose qu'on peut faire, c'est avoir des rencontres moins formelles, donc des petits cafés virtuels déjà, et simplement demander, dire ça c'est mes tâches, est-ce qu'on peut avoir une rencontre, est-ce qu'on peut discuter de tes attentes envers moi et essayer. Normalement, un gestionnaire va trouver une façon de communiquer avec les membres de son équipe, mais s'il ne communique pas beaucoup avec moi, ben c'est pas mauvais que moi je communique et que je lui pose toutes les questions. Comment un gestionnaire peut-il devenir leader? Un gestionnaire fait les choses correctement, un leader fait les bonnes choses. Ben, c'est une très bonne question, Léon. Gestionnaire et leadership, c'est quelque chose, les gens, ils parlent beaucoup de gestion et de leadership. De un leader n'est pas obligé d'être un gestionnaire. C'est quoi un leader? Ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences comportementales. Un leader, c'est quelqu'un qui est inspirant. Un leader, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Maintenant, en gestion, le gestionnaire, si on veut voir la définition d'un gestionnaire, c'est s'assurer que les choses sont faites. Le cliché du leadership, c'est le leader, c'est pas s'assurer que les choses sont faites. Le leader inspire les gens à faire les bonnes choses tout seul. Donc, on peut avoir une discussion sur le leadership et gestionnaire pendant des heures, mais il faut les deux en tout cas. Merci beaucoup. À vous des suggestions, des moyens pour mettre en place un espace informel de discussion. Alors, oui, donc Anne-Françoise, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un petit café virtuel déjà. Sinon, communiquer avec les autres membres de l'équipe ou les membres des autres équipes du fait que, hey, on est en télétravail, on n'a pas un espace informel pour des discussions. Est-ce qu'on peut mettre un canal Teams, par exemple, si vous utilisez Teams? Donc, quand quelqu'un a une difficulté, directement dans le canal de Teams, il va mettre cette difficulté et c'est là où les autres membres de l'équipe doivent avoir un peu cette initiative de rentrer et de se booker un espace de travail virtuel. Au bout de 5 mois, le gestionnaire n'arrive toujours pas à mobiliser. Mais c'est une très bonne question, mais il y a tellement de facteurs. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est poser un diagnostic. Il faut vraiment savoir quels sont les facteurs, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de choses que je fais qui sont mobilisantes,
mais il y a beaucoup de choses que je fais qui ne sont pas mobilisantes. Donc, il faut vraiment savoir quels sont les facteurs qui sont en train d'affecter les personnes. Merci Nadine, c'est gentil. Amel, si vous voulez, on peut en parler en tête la prochaine fois qu'on se voit pendant notre formation. Tu peux me donner un peu plus de contexte. Effectivement. Machine à café, lors des rencontres, parler d'autre chose que du travail. Oui, donc exactement, Alain. Quand je suis arrivé chez Technologia, il y avait quelque chose qui était très intéressant. C'était un café virtuel le mardi. Donc, chaque mardi, c'était dans le calendrier de tout le monde. Il y avait un café virtuel où les gens venaient, ils parlaient d'un peu de tout et de rien. On ne parlait pas du tout du travail. Et ça permet aux gens de, mieux se connaître, de rester en contact, de renforcer les relations. Merci Sophie. Merci Josette. Josette, j'espère. Z76606, oui, Josette. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à creuser un petit peu plus loin, là, je vous glisse le lien de la formation qu'on offre. Enfin, la formation. Oui, vas-y, je te laisse. L'atelier de travail, c'est ça. C'est pas une formation, en fait, c'est un atelier de travail. C'est vraiment un atelier de travail qui nous permet de poser notre propre diagnostic et de trouver nos propres pistes de solutions. C'est pas une formation, c'est vraiment un atelier de travail qui utilise la résolution de problèmes pour créer un plan d'action. Anne-Françoise, nous avons créé un canal nommé Machine à café où les gens se retrouvent, discutent ou pas pendant qu'ils travaillent pour simuler les faits. Excellent, Fred. De rien, Léon. Merci beaucoup. Je vois un livre de référence intéressant à procurer pour aller plus loin en profondeur sur le sujet de prévention. Il y a aucun livre que j'ai beaucoup aimé sur la mobilisation, mais il y a beaucoup de livres de développement personnel et des autobiographies ou des biographies. Et c'est vraiment des éléments de tout que je n'ai pas un livre sur la mobilisation. Et je crois que vraiment, pour vraiment mieux connaître la mobilisation, on peut faire beaucoup de recherches. Aujourd'hui, tout est online. Tant que vous regardez, c'est quoi la source, qui a écrit l'article, qu'est-ce que cette personne fait, et on utilise un peu notre tête pour voir est-ce que vraiment c'est quelque chose qui s'applique chez nous au travail. Ben, toute l'information est disponible. Si Alexandra, vous voulez plus d'informations sur quelque chose de plus particulier, vous pouvez toujours me trouver sur LinkedIn, me poser des questions et je serai content de répondre. Chantal suggère que tu pourrais écrire un livre sur la mobilisation. Je l'ai essayé, mais je suis pas assez patient. Ça prend du temps à Est-ce qu'il y écrire. a Parler, d'autres c'est rapide. questions? Oui, effectivement. Merci Chantal. Merci Alexandra. Merci Anne-Françoise. Merci Marie-Ève. Petit rappel que vous recevrez un courriel de toute façon demain avec la possibilité de revoir la présentation d'aujourd'hui. Donc comme ça, vous pourriez y avoir accès en tout temps. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir gentiment clôturer ça. Merci à tous pour votre De rien, Amel. participation. À vendredi. Merci Isabelle. Merci beaucoup.